Bonjour, je suis Juliette Degène, conservatrice du patrimoine au musée de l'Orangerie et co-commissaire de l'exposition Henri Rousseau, l'ambition de la peinture, qui se tient au musée de l'Orangerie du 25 mars au 20 juillet 2026, qui est une exposition entièrement consacrée à Rousseau avec 50 peintures qui retracent l'entièreté de son parcours de 1884 à l'année de sa mort, 1910, et qui met l'accent sur Rousseau en tant que peintre, son ambition pour s'insérer sur la scène picturale qui lui est contemporaine et qui déjoue un petit peu les idées préconçues que l'on a au sujet du douanier Rousseau, puisque c'est le surnom sous lequel on le connaît le mieux, un surnom qui lui a été attribué par d'autres, tandis que lui signait toujours ses toiles et se présentait au monde sous le nom d'Henri Rousseau. C'est une exposition qui collabore pour la première fois avec la Fondation Barnes par le biais de prêts majeurs, puisque 9 œuvres qui n'ont jamais quitté les cimaises de la Fondation sont ici présentées au sein du parcours de l'exposition. C'est une nouveauté très récente, puisque la Fondation ne pouvait pas prêter jusqu'ici. Les statuts ont changé seulement en 2023 et qui permet de réunir un corpus tout à fait inédit, qui est la collection du Dr Barnes, puisque le musée, la Fondation à Philadelphie, conserve la plus grande collection de Rousseau par le biais de 18 œuvres, dont la moitié est présentée ici, qui est mise en regard, en dialogue avec la collection composée par Paul Guillaume, collectionneur et marchand qui est à l'origine de la collection du musée de l'Orangerie et qui était son intermédiaire sur la scène parisienne, puisque c'est par le prisme de Guillaume que Barnes a acheté la plupart de ses Rousseau. Guillaume et Barnes se sont rencontrés au tout début des années 20 et ça a été le début d'une longue collaboration qui a duré jusqu'à leur brouille à la fin de cette même décennie. Paul Guillaume, en revanche, et le Dr Barnes n'ont jamais connu Rousseau directement. C'est en fait le poète Guillaume Apollinaire, qui était proche de Paul Guillaume, qui lui a conseillé dès 1915 d'acheter Rousseau parmi les maîtres de l'art moderne comme Bonnard ou Cézanne. Et c'est donc un conseil que Guillaume a écouté attentivement, puisque aujourd'hui on conserve au musée de l'Orangerie 11 œuvres qui ont appartenu à sa collection. On sait qu'une cinquantaine sont passées entre ses mains. Henri Rousseau, lui, dans la façon dont il se présente, dont il se raconte dans un court texte autobiographique qu'il rédige en 1895, indique que sa vocation première, c'était bien celle d'être peintre depuis son plus jeune âge, mais que c'est dû au milieu dans lequel il est né qu'il a dû s'écarter de cette volonté et occuper des positions d'emploi plutôt alimentaires qui lui permettaient de subvenir à ses besoins. Il rejoint en effet, lorsqu'il arrive à Paris en 1869, il rejoint très rapidement l'octroi de Paris, c'est-à-dire qu'il était employé municipal pour la mairie de Paris et qu'il contribuait à prélever l'impôt, l'octroi, sur les marchandises qui entraient dans la ville. Donc c'est une position qu'il occupe jusqu'en 1893, donc quasiment 20 ans, où il va, on sait qu'il va se dédier à la peinture et au dessin sur ses temps de loisirs, sur ses temps de repos. Mais c'est donc finalement qu'en 93, donc lorsqu'il est âgé de 49 ans, qu'il peut entièrement se consacrer à la peinture en prenant sa retraite de l'octroi de Paris. Donc nous sommes dans la deuxième section de l'exposition consacrée au cercle, à l'entourage de Rousseau et particulièrement au genre du portrait-paysage dont il se proclame l'inventeur dans une lettre en 1907. Les portraits paysages, ce sont des compositions qui ont existé bien sûr par le passé, que Rousseau a sans doute vu dans les portraits flamands, dans les portraits italiens de la Renaissance qu'il croise au musée du Louvre. Mais selon lui, le genre du portrait-paysage, c'est l'occasion d'indiquer, de glisser dans les décors, dans les accessoires, des indications sur la personne qu'il représente. Nous sommes devant un portrait de femme qui date de 1895, qui est un très beau prêt du musée national Picasso Paris. Pourquoi prêté par ce musée? Puisqu'en fait c'est Picasso qui en est le premier acquéreur dès 1908 du vivant de Rousseau, où en fait il tombe sur cette toile par hasard sur les étalages d'un brocanteur de Montmartre, le père Soulier, qui a l'habitude de vendre des toiles en invitant les jeunes artistes à repeindre par-dessus, donc vraiment au prix de la matière première, de la matière de la toile. Et Picasso se saisit de cette œuvre, donc il achète pour seulement quelques francs, et organise à cette occasion un banquet dans son atelier au Bateau Lavoir, où participent
tout le cercle de Picasso et celui de Guillaume Apollinaire également qui est présent, qui compose quelques vers à cette occasion. On compte par exemple la peintre Marie Laurencin ou les collectionneurs Léo et Gert Rothstein qui célèbrent ce vieux peintre, puisque Rousseau est déjà âgé, et toute l'originalité de sa peinture qui est incarnée ici. C'est un portrait dont on ne sait pas qui exactement est la personne représentée et l'on a déjà des indices complètement énigmatiques. Donc encore aujourd'hui, nous n'avons pas réussi à percer les mystères. Par exemple, cette canne sous forme de branche renversée qui est manifestement un symbole de quelque chose que l'on ignore encore aujourd'hui. C'est en tout cas une œuvre que Picasso a commentée comme l'un des plus véridiques portraits psychologiques français, donc qui montre aussi l'attention que Picasso, au même titre que Kandinsky par exemple, portait à Rousseau. Donc nous sommes dans un mur qui inaugure la troisième section de l'exposition, qui est consacrée à la manière dont Rousseau avait de décliner des thématiques qui parcourent tout son travail, toute son œuvre, dans des formats beaucoup plus modestes, en s'emparant d'une imagerie plus populaire. On a ici la nature morte à la bougie rose, qui est un prêt de Washington, de la Phillips Collection, et ce très beau bouquet de fleurs qui nous vient de Chicago. Ce sont des thématiques que Rousseau a beaucoup représentées dans son travail, dans des formats beaucoup plus modestes que ceux qu'on connaît pour ses grands formats de jungle, par exemple, qui montrait aussi la souplesse dont Rousseau faisait preuve pour s'adapter à sa clientèle, puisque on savait qu'il pouvait commencer un très grand format qu'il comptait envoyer au Salon des Indépendants, puis s'arrêter pour travailler sur des beaucoup plus petits formats qu'il allait pouvoir vendre beaucoup plus facilement à son entourage autour de son atelier dans le quartier de Plaisance. Donc on sait que c'est des natures mortes qui ont circulé, certaines ont fait l'objet de commandes, et ce sont des toiles qu'il facturait au temps passé sur la toile, d'où aussi le choix de format plus modeste pour gagner finalement en efficacité dans sa production. Nous sommes devant un format plus conséquent, consacré à la guerre, une toile qui date de 1894, que Rousseau envoie au Salon des Indépendants cette même année, puisque l'on sait que Rousseau, son ambition première, c'était d'intégrer le salon plutôt officiel. Il se revendique de maître d'artistes peintres installés sur la scène institutionnelle comme Gérôme par exemple, et donc on sait qu'il a regardé ces grands formats, ces peintures d'histoire pour lesquelles il semble s'inspirer ici dans cette toile qui bien sûr rappelle les ravages de la guerre franco-prussienne de 1870 ou de la Commune de Paris de 1871. Rousseau lui-même s'est engagé dans l'infanterie plus jeune, sans doute pour échapper à la sanction octroyée par le tribunal lorsqu'il a été accusé de fraude auprès de son employeur de l'époque. Sa mère, elle, le destinait à une carrière militaire, mais dont il s'est très vite désintéressé. On sait qu'il avait cette vocation pacifiste en dénonçant les ravages de la guerre. Quand on regarde cette toile, on ne peut s'empêcher de penser à Goya, par exemple, et à ces désastres de la guerre, devant cette cavalière mi-femme, mi-enfant, qui semble survoler de son cheval qui convoque Jéricho, cet amas de cadavres. Cette toile, qui est un prêt du Kunsthaus de Zurich, La promenade dans la forêt, date de 1886, lorsque Rousseau est encore employé municipal à l'Octroi de Paris. Elle fait partie du tout premier envoi que Rousseau fait au Salon des Indépendants, puisque une des grandes chances de Rousseau a été justement de vivre au moment de la création de ce salon, qui recevait et qui exposait toutes les toiles envoyées par les artistes sans critères de sélection, ce qui empêchait bien sûr Rousseau d'exposer au sein du salon officiel, par exemple. Donc il va très vite chercher à montrer son travail, récolter les critiques qui ont été émises sur les œuvres qu'il présentait. On sait qu'il avait un cahier dans lequel il consignait tous les articles de presse parus à son sujet. Et ce qui est très frappant, je trouve, dans ces 4 toiles que l'on réunit dans la section aux origines d'un style, c'est l'évolution
conscient du style de Rousseau, puisque nous sommes donc dans les années 1880, et il travaille de manière très méticuleuse, un dessin très raffiné, très fin. Il s'inspire des gravures de certaines toiles du XVIIIe siècle. On peut penser par exemple à Watteau, en plaçant ces personnages qui déambulent dans des paysages, des forêts souvent désertes, costumés, habillés à la mode du siècle passé. Rousseau comprend au moment où ces jungles rencontrent les premiers succès tout le côté commercial de son travail, et il fait évoluer son style jusqu'à prolonger ce type de portrait jusqu'à la toute fin de sa vie, mais en plaçant ses figures dans des paysages de plus en plus imaginaires et de plus en plus déstabilisants. Les sources d'inspiration de Rousseau, étonnamment, sont vraiment celles des peintres officiels établis. On sait qu'il a vraiment sollicité les conseils d'un peintre comme Jean-Léon Gérôme, par exemple, ou de Félix Clément, qui aujourd'hui est moins connu, mais qui a gagné le prix de Rome au cours du 19e, qui était également son voisin et qui va intercéder en sa faveur pour obtenir sa carte de copiste au musée du Louvre. Donc on sait qu'il avait ce regard sur les maîtres de son temps et puis ses prédécesseurs. C'est comme ça aussi qu'il a formé sa pratique de manière tout à fait autodidacte. On sait que Rousseau, il a vraiment cherché à courtiser les institutions. On connaît à travers les archives plusieurs lettres, un certain nombre de lettres dans lesquelles il fait son autopromotion, puisqu'il écrit directement au président de la République ou au ministre des Beaux-Arts en proposant à l'État d'acheter son travail, en mentionnant les œuvres qu'il a envoyées au Salon des Indépendants, son travail également en tant que fonctionnaire, qui a donc été au service de l'État pour tenter de rejoindre les collections des musées. Ces lettres sont toujours restées sans réponse, et c'est vraiment par le biais des collectionneurs qui ont su croire en Rousseau après sa mort que finalement ces toiles vont rejoindre les collections des musées. Pour cette section consacrée aux jungles de Rousseau, la Fondation Abbé Hélair nous prête la plus grande toile jamais peinte par l'artiste. Le noyau enfin se jette sur l'antilope, qui est une œuvre que Rousseau présente au Salon des Indépendants de 1898 sous le titre « La lutte pour la vie », finalement sans succès. Donc il laisse un petit peu de côté ce très grand format qu'il va finalement réussir à présenter au Salon d'automne, qui est un salon qui lui est soumis aux critères du jury, grâce justement à une attention croissante pour ces jungles qu'il a exposés précédemment. Donc on est face à ce très grand format, une peinture un petit peu plus mate que ce que l'on a l'habitude de voir, puisque cette toile n'est pas vernie, et Rousseau semble s'être frotté à d'autres techniques que l'huile sur toile uniquement, puisque lors de la restauration qui a été menée par la Fondation Abbé Hélair, donc à Bâle, certains prélèvements ont semblé indiquer qu'il y avait de la protéine comme matière, donc plus proche de la fresque, ou en tout cas qui souligne l'aspect aussi décoratif de ce travail. Cette toile montre la façon dont il s'inspire de différentes sources, de différentes imageries pour composer ces toiles, ces jungles. On sait qu'il visitait assidûment les galeries nationales du Muséum d'histoire naturelle et qu'il s'inspirait notamment pour celle-ci d'un groupe d'animaux naturalisés qui était peint pour aussi signifier les plaies. Donc on a directement une source finalement assez proche de ce que Rousseau a vu dans la réalité. Et toujours dans ces paysages de jungle, il glisse des détails qui ne sautent pas aux yeux de prime abord. Donc ici, sur la gauche, vous avez cette créature cachée par les feuillages. Les contemporains de Rousseau, au premier titre Apollinaire, expliquent souvent cette spécificité des jungles par des souvenirs que Rousseau aurait rapportés du Mexique. Et Rousseau a beaucoup laissé dire, puisqu'il comprenait aussi combien les rumeurs, les croyances à son sujet allaient attirer l'attention sur son travail. Il confesse seulement en 1910, donc l'année de sa mort, dans un entretien qu'il donne, le seul qu'il accorde de sa vie, qu'il n'a jamais quitté la France et que donc ces paysages imaginés sont uniquement inspirés par une imagerie qu'il voit dans les journaux, dans les albums illustrés ou au sein du Jardin des Plantes ou au Muséum d'histoire naturelle. Donc nous sommes dans une salle qui réunit trois chefs-d'œuvre de Rousseau et qui semble
finalement accomplir la prophétie que Rousseau, ou le défi que Rousseau s'est lancé à lui-même lorsqu'il embrasse sa carrière de peintre. Ici, nous sommes devant Mauvaise Surprise, qui est une toile tout à fait singulière dans son corpus, l'un de ses rares nus, et que peut-être le public français identifie moins, puisque c'est un prêt de la Fondation Barnes, qui rejoint Paris pour la première fois. Donc c'est une toile assez singulière dans son iconographie, qui a été très récemment restaurée, qui révèle aussi la richesse des couleurs, notamment lorsque l'on regarde le point d'eau, les nuances et les variations de couleurs employées par Rousseau à ce sujet. On ne peut s'empêcher de penser à Ingres et à son Roger délivrant Angélique lorsque l'on regarde la scène qui se joue ici. Et d'ailleurs, Renoir, lorsqu'il contemple cette œuvre en compagnie de Vollard, se serait exclamé que Ingres lui-même n'aurait pas détesté ça en voyant ce travail de Rousseau. Cette œuvre, elle a une destinée, une trajectoire assez révélatrice, puisqu'elle est d'abord achetée par Vollard, qui la revend à Gabrielle Buffet, qui est compositrice et qui deviendra l'épouse de Francis Picabia. Donc on sait aussi combien les dadaïstes et les surréalistes ont regardé Rousseau, ont été inspirés par le mystère qui est très prégnant dans ces toiles. Et puis c'est ensuite le docteur Albert Barnes qui en fait l'acquisition et qui l'accroche dans sa fondation qui ouvre au milieu des années 1920. À la fin de l'exposition, nous revenons justement sur les 3 parcours tout à fait atypiques donc de 3 toiles, dont Mauvaise Surprise. C'est le cas également de la Bohémienne endormie, qui nous vient du Museum of Modern Art de New York, et de la Charmeuse de Serpent, puisque toutes 3 rejoignent les collections de grands collectionneurs qui ont su voir l'intérêt de Rousseau avant l'heure, finalement, en tout cas avant les musées, et c'est par leurs dons, leurs legs, et aussi l'importance qu'ils accordent à Rousseau que désormais cet artiste peuple les plus belles collections d'art moderne au sein d'institutions particulièrement prestigieuses.